Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'activité précédente comment les humains, par leur activité, pouvaient modifier, voire dégrader des écosystèmes. On va voir aujourd'hui dans cette dernière activité comment il peut au contraire en prendre soin afin donc de pouvoir bénéficier de leurs services écosystémiques plus longtemps. Alors, le début de l'activité, on s'intéressait aux forêts. Donc en effet, nous, les humains, exploitons les forêts pour plusieurs choses, pour faire du papier, pour faire des meubles, pour faire du bois à, destination énergétique, donc que ce soit du bois pour, la cheminée, pour les poêles, à bois, pour chauffer les maisons, et cetera. Bref, il y a 2 types de façons d'exploiter une forêt. Alors, on appelle donc futaie ces forêts exploitées. La première, donc, c'est la futaie irrégulière jardinée. Alors, cette futaie, c'est tout simplement une forêt où il y a plusieurs arbres, on voit d'essences différentes. On voit que cette essence-là est différente de celle-là, et d'âges différents. Et en fait, l'homme va sélectionner certains arbres au cours du temps pour donc les récolter, il va les récolter pour pouvoir les exploiter, ou au contraire, il va les laisser. Alors l'avantage de ce type d'exploitation, c'est que le sol n'est jamais à nu. Il y a toujours des arbres, ce qui fait que les écosystèmes en place ne sont pas détériorés, ou en tout cas pas sur une grande échelle. Il y a toujours des arbres, il y a toujours le cycle, mettons, des feuilles qui tombent. Donc voilà, tous les cycles biologiques mis en place sont conservés au cours du temps. Il y a un autre type de futaie, c'est ce qu'on appelle les futaies régulières. Alors là, vous aviez le mode de fonctionnement par écrit et par image, et donc je vous demandais d'essayer de résumer un peu comme ici, sous forme de schéma, pour pouvoir comparer plus facilement. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que, donc contrairement à là, il y a toujours la même essence. C'est toujours le même arbre. D'accord? Alors que là, il y avait plusieurs arbres différents. Ensuite, là, il y a des âges différents, ce qui n'est pas le cas d'ici. Ici, ils ont tous le même âge. Donc, les premières années, voilà, on va planter l'essence spécifique qu'on veut cultiver. Après quelques années, on va enlever du coup les arbres qui se seront moins développés. Puis, on laisse donc ceux qui sont en place continuer donc de grandir. Et donc, nous, ce qui nous intéresse en fait dans une futaie, c'est d'obtenir les fûts. Alors, les fûts, c'est ces grands rondins que vous avez peut-être vus parfois sur les bords des routes. Et à peu près au moment de 40 ans, en fait, on coupe tout. Donc, on voit que c'est pas du tout le même type d'exploitation. Ici, au bout d'un moment, le sol est complètement mis à nu. Alors, le problème, c'est que du coup, eh ben, ça va éliminer tous les écosystèmes qui étaient en place. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vu que le sol est à nu, contrairement à là, il ne sera plus protégé de l'érosion, par exemple. D'autres conséquences possibles, ici, les arbres vont par exemple absorber l'eau contenue dans le sol. Là, du coup, il n'y aura plus rien pour absorber l'eau, donc ça peut voilà, faire de la rétention d'eau, des inondations, enfin voilà, etc. Donc on voit que ces deux types de cultures n'ont pas du tout les mêmes répercussions sur le milieu. Et donc la question suivante, je vous demandais pourquoi on dit que la futaie jardinée a un meilleur maintien des services écosystémiques. Eh bien en fait, c'est voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire. C'est que dans les deux cas, on exploite le bois, mais ici, on voit que du coup, les écosystèmes en place sont maintenus, au contraire de là. Donc là, vous perdez tous les services écosystémiques, ce qui n'est pas le cas de la futaie irrégulière jardinée. Alors ensuite, dernière question, on vous présentait plusieurs exemples d'ingénierie écologique. Alors, l'ingénierie écologique, vous aviez la définition dans le bilan, c'est ici. C'est l'ensemble des techniques donc qui visent à manipuler, modifier, exploiter ou réparer des écosystèmes. Donc, vous aviez trois exemples. Premier exemple, la détermination du RMD. Alors, le RMD,
c'était indiqué ici dans la légende, c'est le rendement maximum durable. Et c'est notamment important pour la pêche. Alors, que vous indiquez ce graphique? Alors, vous avez ici l'effort de pêche. Donc en fait, l'effort de pêche, ça correspond, mettons, à la taille des filets, au nombre d'hameçons par ligne, etc. Et vous avez ici, en violet, le nombre de captures. Et vous avez ici, en orange, la biomasse reproductrice. Donc, il est logique que plus vous pêchez, et plus la biomasse reproductrice diminue. Donc ça semble logique. Plus vous prélevez de poissons, moins il y aura d'adultes pour se reproduire. Bon, là, pas de souci. Par contre, sur le nombre de captures, eh bien, on voit qu'en fait, la courbe, c'est pas parce que vous faites un effort de pêche plus important que vous allez augmenter votre effort de capture. Vous voyez, la courbe n'est pas comme ça du tout. Mais donc, elle augmente beaucoup et au bout d'un moment, elle rediminue. Donc, en fait, il ne sert à rien de faire un effort de pêche très très grand, puisque en fait le rendement sera moindre. Donc ce qui est intéressant, c'est de déterminer ici ce fameux RMD, qui permet donc de pêcher à juste mesure, on va dire, voilà, d'avoir un rendement maximum, mais tout en préservant le stock de poissons présents dans les océans. J'ai donc regroupé ces différentes informations dans un petit tableau récapitulatif. Donc pour la pêche, l'enjeu, c'est de préserver le service écosystémique d'approvisionnement, donc l'alimentation. Pour cela, on détermine le fameux RMD et donc ça permet une exploitation durable du stock de poissons. Deuxième exemple, les chauves-souris. Alors les chauves-souris, elles ont un rôle important dans les écosystèmes puisque ce sont des insectivores. Donc elles permettent de réguler la population des insectes dans un milieu. Alors les chauves-souris, elles ont besoin d'arbres puisque c'est là qu'elles chassent et qu'elles nichent la journée. Et alors le problème, c'est que l'homme, par ses activités citadines, on va dire, et ses constructions, va entraîner beaucoup de déboisement. Donc déjà, il est important de garder des cordons boisés qui vont permettre donc la circulation des chauves-souris. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on le voit ici, en fait, donc des fois, ces cordons sont coupés par la route. Alors pour éviter que, en fait, arrivé ici, les chauves-souris, en fait, perdent leur sortent du cordon boisé et donc empruntent la route, puisqu'en général les routes sont bordées de plantes, d'arbres, voilà. Différents aménagements peuvent être mis en place. Premier aménagement, on densifie ici, donc au niveau de la route, les plantations, ce qui va permettre de faire un cordon boisé un peu plus continu. Deuxième chose, on fait ici une zone sans plantation, ce qui va permettre de vraiment faire une distinction entre les arbres de la route et le cordon boisé. Et troisième chose, en fait, les chauves-souris, elles sont gênées également par la lumière. Donc, les lumières seront présentes au niveau des routes. Par contre, au niveau en fait du bois, on vous le met ici, la zone ne sera pas éclairée. Donc tous ces aménagements vont permettre de limiter la perturbation du déplacement des chauves-souris et donc de maintenir leur rôle de prédateur et ainsi de préserver le service écosystémique de régulation qui est donc la régulation des populations d'insectes. Dernier exemple, le lac d'Edar. Alors, le lac d'Edar, en fait, c'est le lac dans lequel va se jeter la rivière Veyre. Donc, en effet, vous savez que tous les plans d'eau sont alimentés par des rivières. Sauf que, donc, au cours du temps, en fait, toute cette zone-là était occupée par un parking et par un terrain de foot. Et le problème, c'est que donc les rivières, on vous le disait un petit peu plus bas, sont remplies de nutriments qui sont dus au rejet humain et de matière en suspension. Et le problème, c'est que du coup, la rivière arrivait et l'eau se jetait telle quelle dans le lac et ça entraînait donc une perturbation et une pollution du lac. Alors pour essayer de contrer cette pollution, on a réhabilité une zone humide qui en fait était présente avant et que l'on avait détruit pour faire le fameux parking. Alors une zone humide,
On voit que c'est fait de plusieurs parties, donc vous l'avez ici. Il y a plusieurs lagunes qui vont permettre notamment aux particules en suspension de se déposer. Et il y a également en fait plein de végétaux qui vont permettre la filtration de l'eau avant que l'eau soit rejetée dans le lac. Donc vous voyez que en fait cette zone humide va permettre l'épuration de l'eau et ainsi la limitation du lac d'Edar. Donc voilà différents exemples qui permettent que l'homme est capable, par ses actions, grâce à la connaissance justement du fonctionnement des écosystèmes, d'exploiter les écosystèmes de façon plus rationnelle afin de rendre la production plus durable dans le temps. Et grâce aux techniques aujourd'hui, alors techniques d'études, de modélisation, enfin voilà, les différentes techniques mises en place aujourd'hui, on va pouvoir du coup soit exploiter donc de façon raisonnée les écosystèmes, soit les réparer lorsque l'homme les a trop détruits. Donc voilà, le chapitre est terminé. Je vous ai mis ici un petit schéma bilan que je trouve intéressant puisqu'il montre voilà, les différentes composantes de ce chapitre et on a bien l'idée du cycle. Donc l'idée que donc les écosystèmes nous apportent beaucoup de services. Malheureusement, nous, par nos actions, on va dégrader ces écosystèmes, ce qui va entraîner des conséquences néfastes pour nous. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied, mais on est capable en fait de prendre conscience de notre action et de mener justement des actions pour conserver les écosystèmes et donc rétablir les services que les écosystèmes nous donnaient. Donc voilà, j'aime beaucoup cette représentation sous forme de cycle.